Michel. Oui, merci beaucoup pour cette présentation et le travail réalisé sur ce rapport. Peut-être un certain nombre de réflexions en réaction à ce qui a été évoqué sur des suggestions effectivement que je peux faire dans l'absolu. Je pense qu'effectivement l'intégration d'une estimation la plus précise et la plus tôt possible est évidemment essentielle dès le départ. Se pose évidemment la question de savoir s'il est possible, avant d'avoir les prestataires qui se mettent en branle, d'avoir une estimation assez fine. Je pense qu'on peut évidemment aller le plus loin possible, mais avoir a priori l'information sur l'ensemble des impacts me semble être compliqué, même si c'est évidemment un but à rechercher. Deuxième aspect que vous pointez, qui nous semble évidemment essentiel et qui semble avoir manqué dans ce dossier, c'est le renforcement des clauses contractuelles. C'est savoir effectivement dans quelle machine, dans quel engrenage on met le doigt. J'aurais à ce propos une petite question à vous poser, puisque si je ne me trompe pas, le projet CAMO ne s'est pas déroulé en une seule phase, mais en 3 phases différentes, avec des phases intermédiaires. Et donc, quel a été, j'imagine, puisque lorsque, à chaque phase, quand ces dossiers arrivent au Conseil des ministres, j'imagine que la Cour des comptes remet des avis intermédiaires sur les dossiers. Quel a été l'avis de la Cour des comptes entre la phase 1 et la phase 2 de ce projet CAMO? Si je ne me trompe pas, il y a eu 3 phases dans ce projet, qui aurait eu en fait, donc, en 3 phases, je pense qu'on aurait eu l'opportunité d'identifier les problèmes, mais surtout de les résoudre, d'apporter des améliorations à ces clauses. Puisqu'effectivement, ce sont dans ces clauses qu'on va retrouver vraiment la capacité d'un retour plus ferme pour l'économie belge, quelque chose qui nous semble évidemment important. Un autre aspect qui me semble important de pointer, toujours dans cette idée de retour économique, hein, je vais y revenir, c'est la façon dont on peut, tout en respectant évidemment les règles en vigueur, impliquer le plus tôt possible dans le processus l'écosystème de défense belge. Donc comment est-ce qu'on peut impliquer beaucoup plus tôt les acteurs économiques belges dès le début et évidemment associer les comités de stratégie industrielle et de recherche dès qu'on prépare le projet, dès que la première ampoule d'idées se met en branle. Ça me semble quelque chose d'essentiel. Un autre aspect évidemment qui est abordé, c'est garantir une vraie capacité d'interopérabilité avec d'autres dispositifs existants et ne pas se laisser enfermer dans un certain nombre d'éléments. Un autre aspect que je veux pointer, je ne suis pas sûr que vous l'abordiez tel quel dans le rapport, mais c'est une réflexion par rapport à l'harmonisation des stratégies d'investissement au niveau européen. On se rend compte qu'ici, lorsque on travaille avec un opérateur comme celui, enfin en tout cas avec un pays, en tout cas une industrie telle qu'on l'a fait sur le CAMO, qu'un certain nombre d'industries françaises semble bénéficier davantage qui aurait été peut-être qu'on aurait apprécié, partagé davantage avec notre économie. Et donc moi je m'interroge sur ces stratégies d'investissement au niveau européen et sur l'intérêt qu'on aurait à élargir nos scopes de partenariat avec d'autres pays. Et si c'est le cas, c'est comment, à un moment donné, garantir que ces réflexions stratégiques sur un développement cohérent et coordonné de l'industrie européenne se fassent bien à l'échelle de toute l'Europe et pas uniquement à l'échelle de certains pays ou de certains contacts privilégiés. Ça signifierait évidemment qu'à un moment donné, on déléguerait à l'Europe ou les entités européennes la capacité de définir elle-même les besoins qu'on implémenterait en Belgique, ce qui supposerait pas mal de questions, notamment par rapport au rôle de la Cour des comptes sur ce genre de dynamique. Ça induit évidemment de promouvoir des programmes d'achat conjoints qui dépassent simplement la demande de 1 ou 2 pays en bilatéral ou en multilatéral plus confidentiel. Alors, un certain nombre de questions sur ce document également. On aborde évidemment, c'est un point essentiel, le coût total du cycle de vie du programme, qui semble avoir été très mal estimé dès le lancement du programme.
une question, c'est est-ce que vous pensez que cette absence d'évaluation initiale, ou en tout cas cette évaluation biaisée, a eu un impact sur la prise de décision politique? Et donc, si on avait eu l'ensemble des informations, est-ce que la décision politique eût été différente selon vous? C'est une question qui me semble intéressante. Par rapport à la planification budgétaire, donc vous identifiez évidemment un impact important suite à ce rapport. Est-ce que vous pensez que la planification budgétaire actuelle sur laquelle nous travaillons sera suffisante pour assurer la maintenance, le fonctionnement, l'infrastructure des capacités acquises? Et sinon, que recommandez-vous dans la planification pour 2025-2026? En matière de gestion des risques, donc on a abordé cette question de contractualisation mieux travaillée. Quelles seraient selon vous les clauses minimales à prévoir dans tout futur contrat de ce type pour justement éviter des dépendances technologiques massives en la matière? Et par ailleurs, est-ce que vous considérez que le projet LS Square, LS2, LS, appelez ce que vous voulez, est-ce qu'il est suffisant pour pallier la dépendance que nous avons à d'autres mécanismes, ou bien d'autres mécanismes devraient être mis en place? Alors sur les retours économiques directs et indirects, qui sont très souvent une base essentielle de projets de cette nature, on évoque toute une série de chiffres de retours économiques. Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'audits ou de contrôle externe sur les chiffres? Ou bien, enfin, en gros, comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous estimez ces retours? Et est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'une vraie capacité d'évaluation au plus fin et au plus juste de ces retours, tant directs évidemment que indirects, puisque je pense que parfois certains retours ne sont pas immédiatement chiffrés, mais peuvent s'exprimer dans des partenariats connexes qui peuvent être ciblés. Et sur ce point, est-ce que vous considérez que globalement, soit l'armée, soit le SPF Économie est suffisamment équipé, y compris dans ses relations avec les entités fédérées, que pour estimer évidemment a posteriori l'impact des retombées, mais aussi, et c'est aussi important, a priori sur les impacts attendus des natures d'investissement ou de collaboration qu'on peut réaliser, puisqu'effectivement, lorsque on identifie les politiques économiques dans les entités fédérées, eh bien, elles ont aussi des compétences qui ne sont pas, dont les informations ne sont pas forcément au niveau du SPF Économie. Est-ce que vous avez analysé si certains retours, est-ce que vous avez fait la différence dans les retours entre ceux qui se limitent à des commandes ponctuelles ou bien ceux qui renforcent réellement la base industrielle, ceux qui constituent une véritable avancée, soit en matière de recherche, développement? Est-ce que vous avez un split par rapport à ça dans votre étude? En termes de gouvernance et de transparence, savoir si, selon vous, le Parlement dispose actuellement de moyens suffisants pour suivre l'exécution de ce type de programme sur le long terme, et sinon, quelles améliorations recommanderiez-vous? Puisqu'effectivement, si des programmes de cette nature venaient à se développer, est-ce qu'aujourd'hui on est équipé pour pouvoir les suivre? Ça renvoie à la question de la capacité aussi d'éclairage que le SPF Économie peut nous apporter en matière de retombées économiques. Est-ce qu'aujourd'hui on est suffisamment équipé pour être lucide sur ces impacts? Et je précise vraiment a posteriori, mais aussi la prévision d'impact a priori. Et enfin, dernière question, vous savez, cette loi de programmation militaire qui est importante pour nous, qui vise à identifier les investissements qu'on va pouvoir réaliser, est-ce que vous recommanderiez d'intégrer dans cette loi de programmation militaire cette évaluation a priori, mais aussi l'obligation d'évaluation a priori de ces investissements en termes de performance économique, technologique et stratégique pour notre pays? Voilà quelques questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur.